Cette nuit-là devint la plus longue et la plus tortueuse de la vie de Léocadia. En tant qu'épouse dévouée et aux profondes valeurs catholiques traditionnelles, elle essayait toujours de soutenir son mari en toutes circonstances. Elle avait elle-même repassé le costume sur mesure de son époux dans leur appartement de Madrid, s'assurant que Pellejo soit impeccable devant tous ses collègues. La gala d'entreprise, célébrant les succès de la firme de Pellejo, se tenait dans la spectaculaire galerie de cristal du palais de Cibele, avec la présence de 200 invités exclusifs. Le son de la musique classique en direct accompagnait les pas des assistants, qui échangeaient sourires et conversations cordiales. Léocadia était assise en silence dans un coin. Elle portait une robe sombre, extrêmement chaste, et un élégant châle de manille brodé qui couvrait ses épaules avec propreté, le reflet de ses convictions de fer et de sa modestie. Son regard ne se détachait pas de la figure de son mari, qui se tenait debout au milieu de la foule. Pellejo riait aux éclats avec un verre de vin de la Rioja à la main, recevant les éloges des hauts dirigeants pour avoir décroché un poste exécutif convoité sur le Paseo de la Castellana. Léocadia ne pouvait esquisser qu'un léger sourire en voyant son mari si euphorique. Cependant, au fond de son cœur, elle savait parfaitement qui avait élaboré tous les plans d'affaires qui avaient mené Pellejo au sommet du succès. Léocadia avait beaucoup sacrifié pour lui. Elle possédait une intelligence privilégiée pour concevoir des stratégies d'entreprise sur le marché européen, mais elle avait décidé de cacher son talent. Chaque nuit, lorsque Pellejo dormait profondément, Léocadia s'asseyait devant son ordinateur portable pour rédiger des bilans, faire des analyses du marché ibérique et taper les brouillons des projets que Pellejo apporterait au bureau le lendemain matin en les faisant passer pour ses propres idées. Léocadia faisait tout cela motivé par l'amour et la dévotion conjugale. Elle croyait fermement aux yeux de Dieu que le succès de son mari était le bonheur de son foyer. Mais le comportement de Pellejo avait commencé à changer ces derniers temps. Plus son poste était élevé, plus il devenait arrogant. Pellejo avait commencé à rabaisser Léocadia fréquemment, la traitant comme une simple femme au foyer qui ne comprenait pas la dureté du monde des affaires. Les pensées de Léocadia s'évanouirent lorsqu'une femme s'approcha d'elle. C'était Soreda, une collègue de travail de Pellejo qui avait toujours montré une attitude hostile envers Léocadia. Soreda la regarda de haut en bas avec un dédain évident. « Quel dommage de te voir assise ici toute seule, Léocadia. Pendant que ton mari brille là-bas au centre. Tu as l'air d'une étrangère qui s'est trompée d'endroit. Cette enceinte est pleine de personnes ayant des masters dans les meilleures écoles de commerce et un rôle vital dans l'IBEX 35. Je parie que tu t'ennuies beaucoup parce que tu ne comprends rien à ce dont nous parlons, dit Soreda d'un ton sarcastique. Léocadia garda son calme et ne répondit pas aux provocations de Soreda. Elle ne voulait causer aucun tumulte lors de la nuit la plus importante de son mari. Elle baissa simplement la tête, espérant que la femme s'en irait bientôt. Néanmoins, le silence de Léocadia enhardit encore plus Soreda. Elle poussa un petit rire et s'éloigna pour rejoindre à nouveau le groupe de Pellejo. Depuis la distance, Léocadia put voir Soreda chuchoter quelque chose à l'oreille de Pellejo. Puis tous deux rirent ensemble tout en jetant des regards en coin vers son coin. Une douleur lancinante lui traversa la poitrine, mais Léocadia la supporta de toutes ses forces. Elle se convainquit qu'elle devait seulement tenir encore 2 heures jusqu'à la fin de l'événement. Soudain, le maître de cérémonie demanda l'attention de tous les présents. Le moment culminant était sur le point de commencer. Pellejo fut appelé sur la scène principale pour prononcer un discours sur ses réalisations extraordinaires de ce trimestre. Les applaudissements et les acclamations résonnèrent sous l'immense voûte de verre. Pellejo monta les marches débordant de confiance, prit le microphone et commença à lâcher des phrases ronflantes sur l'effort, la vision d'avenir et la persévérance. Tout le monde écoutait avec admiration. Pellejo savourait son moment de gloire. Mais ce qui arriva ensuite était quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Et encore moins Léocadia. Au milieu de son discours, Pellejo pointa soudainement du doigt le coin où elle était assise. Un puissant projecteur illumina immédiatement Léocadia, l'aveuglant et la laissant déconcertée.
Les regards des 200 invités se fixèrent sur elle. Peléio sourit avec malice, un sourire qui fit battre le cœur de Léocadia de manière affolée. Peléio descendit de la scène, marcha vers Léocadia et l'attrapa par le bras brusquement. Elle essaya de résister, mais la force de son mari était écrasante. Peléio la traîna jusqu'à la faire monter sur scène devant 400 yeux qui les regardaient pleins d'intrigue. Mesdames et messieurs, vous savez tous que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais soyons sincères, toutes les femmes ne se valent pas. Regardez la femme qui est à mes côtés. Proclama Peléio à haute voix, brisant le silence. Léocadia baissa la tête, les yeux sur le point de se remplir de larmes. Elle ignorait ce que manigançait son mari. Mais son instinct lui criait que c'était quelque chose de terrible. Elle est mon épouse. Mais que fait-elle tous les jours? Juste cuisiner le pot-au-feu. Balayer la maison et laver le linge. Elle ne sait absolument rien des grandes affaires que nous gérons sur la Castellana. Elle n'a pas apporté un seul iota à mon succès de ce soir. En fait, j'ai parfois l'impression qu'elle est un boulet qui m'empêche de voler plus haut. S'exclama à nouveau Peléio, cette fois sur un ton profondément humiliant. Quelques invités commencèrent à rire en écoutant les paroles de Peléio. Soreda, qui était au premier rang, était celle qui riait avec le plus d'enthousiasme. Léocadia sentit que le monde s'écroulait autour d'elle. L'homme qu'elle avait aidé de toute son énergie et de son intellect. L'homme qu'elle avait servi avec dévotion chrétienne. Détruisait sa dignité devant des centaines de personnes. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Léocadia, mais Peléio n'avait pas encore fini. Il rapprocha le microphone de ses lèvres. Ce soir, pour célébrer mon succès, je veux proposer un petit jeu. Je mets aux enchères cette épouse inutile pour 10 misérables euros. Qui la veut pour faire la vaisselle chez lui? Cria Peléio en riant aux éclats. Le rire éclata dans toute la salle. Des centaines d'invités se moquèrent de Léocadia. Le son de leurs éclats de rire résonnait comme le tonnerre dans ses oreilles. Elle se sentait méprisable, inutile et piétinée. Personne dans toute la salle ne prit sa défense. Tout le monde semblait apprécier l'humiliation et la souffrance qu'elle subissait. Peléio la regarda avec satisfaction. Se sentant si puissant qu'il croyait pouvoir faire tout ce que bon lui semblait. Cependant, au milieu de ce vacarme de moqueries douloureuses, une voix profonde et sereine coupa net le brouhaha. Ce ne fut pas un cri, mais d'une certaine manière. Elle réussit à faire taire toute la galerie de cristal. Je paierai 3 millions d'euros. Les rires cessèrent brusquement. Un silence sépulcral se faufila dans chaque recoin du palais. Peléio, qui riait encore de bon cœur jusqu'alors, resta figé. Il chercha l'origine de la voix. À l'extrémité opposée de la salle, un homme grand. Vêtu d'un costume sur mesure impeccable et dégageant une autorité imposante, était debout. L'homme regardait fixement vers la scène avec des yeux perçants et létals. Cet homme avança lentement, permettant à la lumière de révéler clairement son visage. Léocadia leva les yeux et le regarda. Elle resta stupéfaite. Elle connaissait ce visage grâce à la presse économique nationale. C'était Beltrand, le directeur général de la gigantesque holding d'entreprises qui venait d'absorber la firme où travaillait Peléio. Le visage de Peléio, auparavant plein d'arrogance, pâlit jusqu'à devenir couleur de cire. La main avec laquelle il tenait le microphone commença à trembler violemment lorsqu'il réalisa qui avait parlé. Les pas de Beltrand résonnèrent fermement, brisant le mutisme absolu qui enveloppait les personnes présentes. Aucun des 200 invités n'osait même respirer. Ils étaient conscients que la figure qui se dirigeait vers la scène était la plus haute autorité qui tenait entre ses mains l'avenir professionnel de chacun d'eux. Beltrand était un jeune leader connu pour sa main de fer, sa brillante stratégie et pour ne jamais plaisanter avec ses mots. Sa seule présence à ce gala était déjà une surprise majeure. Et encore plus son intervention dans l'incident honteux provoqué par Peléio. Peléio recula d'un pas lorsque Beltrand monta les marches de la scène. Une sueur froide commença à perler sur son front. Toute son arrogance s'évapora,
remplacé par une terreur paralysante. Il comprit qu'il était allé trop loin. Mais il ne comprenait absolument pas pourquoi le grand patron intervenait dans sa mauvaise blague. Beltrand se planta juste devant Peléo sans adresser un seul mot au cadre tremblant. Sortit de sa mallette un document officiel de prime d'entreprise et un stylo plume de luxe. Il signa la clause d'attribution avec des mouvements rapides mais mesurés. En terminant, il jeta le contrat contraignant directement sur la poitrine de Peléo. Le document voltigea un instant dans les airs avant de tomber par terre. Juste à côté de la pointe des chaussures en vernis de Peléo. Il baissa les yeux et ses yeux s'écarquillèrent. C'était un contrat de prime sur objectif d'une valeur de 3 millions d'euros. Un chiffre astronomique et absurde pour une simple plaisanterie. Prends cet argent à partir de cette seconde. Elle n'est plus ton affaire. En date Beltrand d'une voix si froide qu'elle glaçait les os. Peléo resta muet. Il ouvrait et fermait la bouche sans émettre le moindre son. Il regardait Beltrand puis Léocadia alternativement. Pendant ce temps, Beltrand détourna le regard de Peléo et se concentra sur Léocadia, qui restait debout, tremblant avec les traces de larmes sur ses joues. Le regard féroce de Beltrand s'adoucit en voyant la femme au châle. Sans hésiter, il tendit sa main droite, prit Léocadia par le poignet avec douceur mais fermeté, et tira sur elle pour l'éloigner de Peléo. Léocadia, encore étourdie et en état de choc, put seulement se laisser guider par lui. Elle descendit de la scène aux côtés du magnate. La foule des invités qui s'entassaient devant eux s'écarta automatiquement, ouvrant un couloir pour qu'ils puissent tous deux sortir. Soreda, qui riait auparavant à gorge déployée, semblait maintenant une statue pétrifiée par la panique. Elle inclina profondément la tête lorsque Beltrand passa à côté d'elle. Personne n'osa croiser son regard. Beltrand sortit Léocadia de ce majestueux bâtiment historique. La fraîche brise nocturne de Madrid frappa le visage de Léocadia, apportant un peu de calme à son esprit chaotique. Devant la porte principale de la rue des Alcalá, une voiture haut de gamme de couleur sombre attendait, moteur tournant. Un garde du corps en costume s'empressa d'ouvrir la porte arrière. Beltrand invita Léocadia à monter en premier avant de s'asseoir à côté d'elle. La porte se referma et le véhicule de luxe s'éloigna lentement des environs de Cybèle, laissant derrière lui Peléo et les morceaux de sa dignité détruite. À l'intérieur de l'habitacle spacieux et insonorisé, l'ambiance était très tendue. Léocadia était assise rigidement, tordant le bord de sa jupe. Elle n'arrivait toujours pas à assimiler totalement ce qui venait de se passer. En une seule nuit, elle avait été humiliée devant des centaines de personnes. Rejetée par son propre mari de la manière la plus cruelle, puis sauvée par un multimilliardaire qu'elle ne connaissait pas en personne. Elle rassembla son courage et tourna son visage vers Beltrand, qui était adossé, détendu, regardant par la fenêtre en direction du Paseo del Prado. « Pourquoi avez-vous fait cela, monsieur ?» demanda Léocadia d'une voix brisée. « Je ne possède rien. Je ne suis qu'une épouse que son mari vient de répudier. Pourquoi étiez-vous disposé à débourser une telle fortune ?» Beltrand tourna lentement la tête pour la regarder. Il n'y avait aucune trace de pitié ni de compassion sur son visage, mais plutôt un regard analytique et décidé. « Je ne t'ai pas acheté, Léocadia. Retire-toi cette idée dénigrante de la tête, » répondit-il avec sérénité. « Alors ? Pourquoi avez-vous donné cet argent à Peléo et m'avez-vous sorti de là ?» insista-t-elle, exigeant cette fois une explication. Beltrand redressa sa posture, ouvrit un petit compartiment près de son siège et sortit une épaisse pochette en cuir marron. Il la tendit à Léocadia en la déposant sur ses genoux. Elle regarda la pochette avec méfiance et l'ouvrit lentement. Elle tourna les pages une à une et ses yeux se dilatèrent en voyant le contenu. À l'intérieur, il y avait des copies de grands projets d'urbanisme, des analyses de données de l'entreprise, des stratégies d'expansion en Méditerranée et de petites notes dans les marges qu'elle connaissait à la perfection. Tout cela était le fruit de son propre intellect au cours des 5 dernières années. Le travail qu'elle remettait toujours à Peléo dans l'ombre.
Je t'ai sorti de là parce que je connais ton plus grand secret de ce dernier quinquennat. Léocadia, dit Beltrand en rompant le silence du véhicule. Elle le regarda avec une totale inoubliance. Comment avez-vous obtenu tout cela? Peléo s'assurait toujours d'effacer toute trace de mon nom. Dans les rapports. Avant que mon conseil d'administration n'approuve l'absorption de l'entreprise où travaille-t-on? Marie. J'ai ordonné un audit exhaustif. J'ai lu tous les plans d'affaires de Peléo. Ils étaient brillants. Cependant, lorsque je l'ai interviewé personnellement, son raisonnement était incroyablement superficiel. Il avait du bagout, mais manquait d'une véritable compréhension de ce qu'il présentait. J'ai chargé une équipe de sécurité d'entreprise d'enquêter sur ses mouvements et j'ai découvert une vérité fascinante. Tous les documents clés étaient envoyés depuis le routeur de son chalet au milieu de la nuit. Grâce à un traçage informatique plus poussé, j'ai découvert que le génie dans l'ombre c'était toi, sa propre épouse. Léocadia resta muette. Tout le dur labeur qu'elle avait jalousement caché pour protéger la réputation de son mari avait été découvert par le grand patron. Ton mari est un imbécile qui vient de jeter un diamant à la poubelle pour se contenter d'une pierre vulgaire. Il a mis aux enchères le cerveau de ses succès pour 10 €. Je n'ai fait que profiter de sa stupidité. Ces 3 millions ne servent pas à t'acheter comme de la marchandise. Léocadia, ils sont la première étape pour arracher son arrogance par la racine. Et j'ai besoin de toi à mes côtés pour terminer le travail. Expliqua Beltrand d'une voix chargée de certitude. Léocadia ferma la pochette. Son cœur brisé commença à se remplir d'une sensation différente. L'explication de Beltrand semblait éveiller quelque chose qui était endormi depuis des années au fond d'elle, la conscience qu'elle n'était pas inutile. La certitude qu'elle valait énormément et la conviction qu'elle méritait un traitement bien meilleur que d'être la risée publique. La voiture continuait d'avancer sur les avenues illuminées de la capitale, la conduisant vers une nouvelle vie qui altérerait son destin pour toujours. Dans la pénombre du véhicule, le silence enveloppa Léocadia. Son esprit recula de 5 ans dans le temps. Elle se rappela chaque longue madrugada devant le moniteur, équilibrant les chiffres et concevant des plans de marketing jusqu'à ce que ses yeux lui picotent. Elle avait fait ses sacrifices de manière altruiste, uniquement pour voir le sourire de fierté sur le visage de Peléo. Elle avait étouffé ses propres ambitions et enterré son rêve d'être une femme indépendante dans le monde corporatif. Tout cela pour qu'il puisse s'élever victorieusement dans un environnement si compétitif. Mais le paiement qu'elle avait reçu cette nuit-là anéantit tout reste de confiance et de respect qu'elle pouvait ressentir envers lui. Être humiliée, bafouée et vendue comme de la ferraille devant des dizaines de témoins était une blessure incurable. Beltrand restait silencieux, lui laissant le temps d'assimiler la révélation. Il savait que détruire une loyauté construite au fil des ans n'était pas un processus simple. Mais il voyait aussi l'énorme potentiel caché en elle. La détermination, le talent et la résistance de cette femme seraient des armes mortelles si elles étaient pointées dans la bonne direction. Il n'allait pas permettre qu'un tel don soit gaspillé à cause d'un homme vaniteux qui ne savait pas apprécier sa conjointe. Monsieur Beltrand, l'appela Léocadia d'une voix qui sonnait désormais beaucoup plus ferme et sûre. Ses larmes s'étaient séchées, laissant derrière elle un regard acéré et plein de résolution. Que attendez-vous exactement de moi? Vous avez dit que vous vouliez détruire l'arrogance de Peléo. Mais pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Vous êtes le président d'un géant financier. Vous pourriez le licencier dès demain et couler sa carrière en un clin d'œil. Il tourna la tête et esquissa un léger sourire. Un sourire très calculé. Le licencier serait un châtiment trop bienveillant, Léocadia. Si je me limite à le virer, il partira de mon entreprise avec une indemnité juteuse et cherchera du travail ailleurs. Il continuera à se croire un génie et racontera des mensonges à tout Madrid en disant que je l'ai viré parce que je me sentais menacé par son talent. Les gens comme Peléo ne comprennent jamais rien. S'ils perdent seulement un emploi,
Il doit tout perdre absolument. Il doit se rendre compte de son insignifiance lorsque tu n'es pas derrière pour le soutenir. Je veux que sa propre avarice et son incompétence le coulent. Léocadia l'écoutait avec attention. Les paroles de Beltrand étaient dures, mais elles avaient une logique écrasante. Je t'offre un accord mutuellement bénéfique, continua-t-il en la regardant dans les yeux. Aide-moi à démasquer la farce de Pelleyo formellement devant tout le conseil d'administration. Montre-leur qui est le véritable cerveau derrière les chiffres de son département. En échange, je t'offrirai une protection juridique contre toute représaille qu'il tenterait de prendre. Et plus important encore, je t'octroierai le poste qui te revient de droit. Un poste de direction de premier plan. Aide-moi à mettre en lumière sa pourriture et je te garantis que tu obtiendras la justice que tu mérites. Elle resta en silence quelques secondes, serrant les poings sur ses genoux. Elle se remémora le rire dénigrant de Pelleyo, le regard venimeux de Soreda et les applaudissements de ceux qui s'étaient moqués d'elle. La douleur dans sa poitrine se transforma progressivement en un feu ardent. Elle ne pouvait plus se permettre d'être la femme soumise qui pleurait dans un coin. Elle devait ressurgir et montrer au monde, et en particulier à Pelleyo, qui elle était vraiment. Léocadia respira profondément. Soutint le regard de Beltrand avec bravoure et acquiesça d'un geste net. « J'accepte, dit-elle avec fermeté. Je ferai tout le nécessaire pour récupérer ma dignité et mettre fin à tous les mensonges de Pelleyo. » Beltrand acquiesça, satisfait. La voiture de luxe tourna pour s'enfoncer dans les rues exclusives et surveillées de la Moraleja, se dirigeant vers une élégante mansion que Beltrand avait aménagée comme refuge temporaire et sûr. Pour Léocadia. Cette nuit-là marqua le point d'inflexion qui réécrirait son histoire. Le lendemain matin, l'état d'esprit de Pelleyo était radicalement opposé à celui de sa femme. Il se réveilla dans son lit avec une euphorie démesurée. Il ne consacra pas une seule pensée au sort de Léocadia, ni à la manière dont elle avait passé la nuit. Sa seule préoccupation était centrée sur le précieux morceau de papier qui reposait sur sa table de nuit. Un chèque de 3 millions d'euros, un chiffre qui le faisait se sentir le roi du monde. Il visualisait déjà un chalet dans la Sierra. Un coupé allemand et de grands investissements qui feraient de lui un homme d'affaires proéminent. Soreda l'avait appelé de très bonne heure, louant sa bravoure de la veille et fantasmant sur un avenir ensemble baigné de luxe. Vêtu de son meilleur costume, Pelleyo entra d'un pas décidé dans la succursale de la Banco Santander, en plein Paseo de la Castellana. Il passa devant la file des clients ordinaires et se dirigea directement vers le guichet d'accueil prioritaire. Une employée le reçut avec le sourire professionnel de rigueur. Pelleyo lança le contrat signé sur le bureau d'un air fanfaron, exigeant que la ligne de crédit exécutive liée à ce document soit activée sur son compte courant. L'employée regarda le chiffre sur le document puis Pelleyo avec étonnement. Elle s'excusa et se leva pour appeler le directeur de la succursale, car une opération de ce calibre nécessitait une autorisation spéciale. Pelleyo s'adossa à la chaise capitonnée, croisa les jambes avec arrogance et attendit, se sentant le maître de l'univers. Peu de temps après, un homme mûr, le directeur de la banque, s'approcha de Pelleyo. Il portait le chèque et une épaisse pochette de dossier. Son visage était grave, en net contraste avec le large sourire du cadre. « Bonjour, don Pelleyo. Nous avons vérifié ce chèque, » dit le directeur en posant les documents sur le bureau. « Parfait. Alors transférez immédiatement la totalité sur mon compte personnel. J'ai un agenda très chargé. » Aujourd'hui, l'interrompit Pelleyo avec superbe. « Je vous prie de m'excuser, don Pelleyo. Cependant, ces fonds sont retenus et ne peuvent être versés sur aucun compte personnel, » répondit le directeur avec flegme. Le sourire de Pelleyo s'effaça instantanément. « Comment ça, retenu ? Ce chèque porte la signature de Beltrand, le président du holding pour lequel je travaille. Pensez-vous qu'il n'y ait pas de fonds ? Doutez-vous de la solvabilité de mon patron ? Pas le moins du monde, monsieur.
Le capital existe et il est garanti. Mais ce contrat est soumis à des clauses légales très strictes encadrées par la loi sur les sociétés de capitaux. Ces millions sont conditionnés à l'entité corporative et non à votre libre disposition. Et ils ont le statut juridique de caution d'exécution pour le projet. Vous n'avez aucune autorité pour encaisser cette prime par anticipation ni pour la détourner vers votre compte privé sans présenter les résultats audités au département juridique de M. Beltran. Pelayo resta sans voix. Son cœur commença à battre à toute vitesse tandis que la réalité le frappait. Il n'avait pas ramené chez lui un prix millionnaire, mais un lien contractuel qu'il ne comprenait absolument pas. La panique commença à obscurcir son esprit en réalisant que le jeu ne faisait que commencer. Pelayo sortit de l'agence bancaire en trébuchant. L'air matinal et chaud de Madrid lui sembla soudain glacial. Il avait la tête embrouillée, essayant de traiter l'explication ardue du directeur. La fortune dont il s'était vanté, celle qui était censée faire de lui un magnate du jour au lendemain, était un mirage. L'argent était là, mais il était intouchable. Et pire encore, les mentions de caution et d'obligation d'entreprise lui laissaient augurer du pire. Juste au moment où il allait ouvrir la porte de sa voiture sur le parking, son téléphone sonna de manière stridente. C'était un numéro masqué. D'une main tremblante, il décrocha. Une voix masculine, très formelle et autoritaire, résonna dans l'oreillette. L'homme s'identifia comme le directeur de l'équipe juridique du holding de Beltran. Le pouls de Pelayo s'accéléra encore plus. Bonjour. Don Pelayo. Je vous appelle pour formaliser le fait que vous avez accepté hier soir la caution de garantie de 3 millions d'euros, dit l'avocat en allant droit au but. Oui, je l'ai, mais à la banque. On me dit que je ne peux pas y toucher. Que signifie tout cela? Votre patron me l'a remise en public comme un paiement légitime, protesta Pelayo en élevant la voix pour dissimuler sa terreur. Restez calme. M. Beltran est un empresario qui opère strictement dans le cadre de la légalité espagnole. Le chèque que vous avez récupéré est la garantie opérationnelle pour le projet Alboran. Ce grand plan que vous avez vous-même présenté devant le Conseil. Selon la nouvelle réglementation interne, tout directeur qui accepte physiquement cette caution accepte de manière contraignante les conditions du contrat d'exécution. Avez-vous le délai de rigueur d'1 mois pour mettre en œuvre le projet et atteindre les marges bénéficiaires que vous avez vous-même projetées dans votre document? Pelayo avala sa salive avec beaucoup de difficulté. Et que se passe-t-il s'il y a des imprévus logistiques ou si cela retarde? C'est le risque commercial que vous avez assumé en prenant le papier des mains de M. Beltran. Si, dans un délai de 30 jours vous échouez dans votre objectif, cela sera considéré comme un manquement grave au contrat. La pénalisation stipulée exige une indemnisation de 100 fois la valeur de la caution, en plus des actions pénales correspondantes pour un délit d'escroquerie selon notre code pénal. Nous avons votre signature sur la proposition assumant l'autonomie. Passez une journée productive. Don Pelayo. L'horloge tourne déjà. L'appel coupa court avant qu'il ne puisse articuler une syllabe. Il resta pétrifié à côté de la portière de la voiture, incapable de faire un pas. 100 fois 3 millions était une somme qu'il ne pourrait jamais payer de toute sa vie. Pas même en vendant ses organes. La menace d'entrer en prison pour escroquerie planait sur lui comme un monstre assoiffé de sang. Il bondit dans le véhicule et conduisit témérairement vers son bureau. En arrivant à son bureau, il ferma à double tour, alluma l'ordinateur et ouvrit tous les fichiers du projet Alboran qu'il avait envoyé au conseil d'administration. En lisant page après page, il sentit que sa tête allait exploser. Le document était truffé d'algorithmes financiers complexes, de bilans du marché ibérique et de prévisions opérationnelles qui lui semblaient incompréhensibles. Les lettres et les chiffres ressemblaient à des hiéroglyphes. Pendant des années, Pelayo s'était seulement consacré à mémoriser 1 ou 2 paragraphes clés rédigés par sa femme pour se faire valoir lors des réunions.
Il n'avait pas la moindre idée de la manière de mettre en marche ce géant industriel. Le cerveau derrière ce chef-d'œuvre était Léocadia. Elle avait tout créé. Elle comprenait le flux de l'entreprise et seule elle pouvait le sauver de l'abîme. Peléo se leva d'un bond. La panique muta en désespoir pur. Il devait retrouver Léocadia immédiatement. Il était convaincu que son épouse serait quelque part en train de pleurer toutes les soutes de son corps, attendant qu'il vienne la chercher et lui demander pardon. Dans son délire de grandeur, il continuait de croire que sa femme soumise n'oserait jamais défier un ordre direct de sa part. Grâce au contact d'un subordonné, Peléo réussit à découvrir l'adresse de l'endroit où la voiture de Beltran l'avait emmené la veille. Au soir, il conduisit à toute vitesse vers l'emplacement indiqué. Il s'attendait à trouver un petit appartement modeste ou un refuge de mauvaise réputation. Cependant, en arrivant à la Moraleja, il tomba sur une imposante mansion entourée de hauts murs et de jardins soigneusement entretenus. Il gara sa voiture n'importe comment sur le trottoir, descendit et courut vers la robuste grille en fer forgé. Léocadia. Sors tout de même. Je sais que tu es là-dedans. Hurla Peléo en frappant les barreaux furieux. Tu dois rentrer à la maison maintenant et te mettre au travail sur le projet. Ne me saoule plus. Avec tes crises de gamine. Ces cris portèrent leurs fruits. Une porte piétonne contiguë à la grille principale s'ouvrit. Mais ce ne fut pas la douce femme au foyer qu'il espérait qui apparut. Mais 4 gardes de sécurité privés de proségur, immenses et vêtus de costumes noirs. Ils formèrent rapidement une barrière devant Peléo, l'empêchant de faire un pas de plus. Il essaya de les repousser, mais l'un des gardes le repoussa sans le moindre effort. Au moment où Peléo allait lâcher une ribambelle d'insultes, la lourde grille automatique commença à s'ouvrir lentement. Son regard se dévia vers la figure qui sortait sur le porche de la mansion. Ses yeux sortirent de leurs orbites. Il retint son souffle en voyant la scène. Là, se trouvait Léocadia. La femme qu'il n'avait vue pendant des années qu'avec des vêtements amples et des tabliers usés. Elle paraissait désormais spectaculaire. Elle portait un tailleur pantalon à la coupe impeccable, provenant sûrement d'une boutique de la rue Serrano, qui dessinait sa silhouette et dégageait l'autorité d'une haute dirigeante. Sa coiffure et son maquillage rehaussaient un visage plein de noblesse. Il ne restait plus une seule trace de tristesse ni de larmes en elle, seulement un regard glacial, incisif et débordant de pouvoir. Léocadia resta en haut des marches, observant un Peléo pathétique et négligé derrière la grille. Une telle métamorphose laissa Peléo muet. Il comprit instinctivement que la femme qu'il avait en face de lui n'était pas la boniche qu'il pouvait manipuler à coups de cris. La vraie partie d'échec venait de commencer. Peléo restait cloué sur le trottoir, sans cligner des yeux. Il se frotta les yeux, refusant de croire ce qu'il voyait. La Léocadia soumise, celle au regard baissé et toujours recluse dans la cuisine, irradiait désormais une majesté intimidante. La femme qui le regardait avec tant de glace dans les yeux semblait une titan inexpugnable. Les 4 gardiens continuaient de faire office de mur de contention. Le vent matinal agitait les arbres de l'urbanisation, ajoutant encore plus de tension à l'atmosphère. Peléo serra les poings. Son ego de mâle alpha se sentait piétiné en voyant son épouse gardée par les sbires de son patron. Il essaya de régulariser sa respiration agitée, durcit son visage et cria pour rompre le calme du quartier. « Qu'est-ce que tu crois faire ici? Léocadia? Laisse tomber tes jeux et fais tes valises. Nous rentrons à la maison tout de suite. Tu as une quantité brutale de travail en attente pour mon projet. Ne m'énerve plus avec cette crise de petite fille, exigea-t-il sur un ton martial, espérant que son ton habituel intimiderait son épouse. Léocadia ne broncha pas. Elle descendit les marches avec une lenteur et une grâce délibérée. Chacun de ses pas était une gifle à l'ego décroissant de Peléo. Elle s'arrêta à une distance prudente, protégée derrière ses gardes. Elle observa fixement le visage de son mari, étudiant les traits de l'homme qu'elle avait tant aimé et qui ne lui produisait plus désormais qu'une profonde répulsion. « Je suis déjà chez moi,
Pellejo. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans le tien. Et encore moins pour lever le petit doigt pour ce projet absurde dont tu n'as pas la moindre foutue idée. À partir d'aujourd'hui, tu vas devoir te creuser ton propre cerveau pour conserver le super poste dont tu te vantes tant. Répondit Leocadia d'une voix plate mais tranchante comme un scalpel, le blessant au plus profond de sa vanité. Pellejo resta abasourdi. En toutes ces années de mariage, elle n'avait jamais osé lui répliquer ainsi. Il avala sa salive et décida de changer de tactique. Il savait que les cris et les menaces ne fonctionnaient pas dans cette situation. Il détendit son visage, adoptant cette expression d'agneau qu'on égorge et de faux repentir qui fonctionnait si bien pour embobiner les investisseurs. Leocadia, écoute-moi. S'il te plaît. Ce qui s'est passé hier soir au palais de Cybèle n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Je me suis laissé emporter par la pression du poste. Tu sais combien je me bats pour notre avenir. Je te demande pardon si mes mots t'ont offensé. Je te jure par ce qu'il y a de plus sacré que cela ne se reproduira plus. Mais maintenant, donne un coup de main à ton mari. Tu sais qu'ils vont me couler dans la misère si ce projet échoue. Es-tu vraiment capable de voir détruire l'homme que tu aimes? Sois une bonne épouse et aide-moi. Juste cette fois. Supplia Pellejo d'une voix mielleuse. Leocadia sourit avec ironie. Il n'y avait aucune chaleur dans ce geste, mais un pur mépris. Elle secoua légèrement la tête, ressentant de la pitié pour la bassesse morale de l'individu en face d'elle. Tu as mis un prix sur mon honneur devant des centaines de personnes et tu appelles cela une mauvaise plaisanterie. Tu as considéré ma loyauté de 5 ans comme un boulet. Garde ce théâtre pour tes faux amis de la loge du Bernabéu. Pellejo. Pour moi, tout est fini au moment précis où tu as mis un prix sur ma dignité, trancha Leocadia. Ensuite, elle fit signe à l'un des gardiens, qui lui tendit une pochette officielle. D'un pas ferme, Leocadia s'approcha un peu plus de la grille et la tendit à Pellejo à travers les barreaux. Tiens. Signe ça aujourd'hui même. Ordonna-t-elle. Pellejo prit les documents de main tremblante. En lisant l'entête de la première page, ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. C'était une demande de divorce contentieux. Son cœur fit un bond. Il regarda Leocadia avec une rage meurtrière. Ses rêves, son statut, sa liberté, tout tenait à un fil. Et la seule clé pour se sauver était de lui remettre les papiers du divorce. Tu es folle. Je ne signerai jamais ça. Tu crois que tu vas t'en tirer à bon compte après tout ce que je t'ai donné? Sans moi, tu n'es qu'un zéro. Tu n'es qu'une profiteuse qui se cache sous les jupes de Beltran. Hurla Pellejo, tout en réduisant la demande en lambeaux et en lançant les morceaux en l'air. Les morceaux de papier tombèrent éparpillés sur le trottoir. Leocadia ne fut pas surprise par l'exabrupto. Elle savait que ce lâche réagirait ainsi. Elle regarda les papiers déchirés puis le regarda avec pitié. C'était seulement une copie. Tu peux détruire 10 feuilles si tu veux. Mais la procédure judiciaire suivra son cours. Profite du peu d'arrogance qu'il te reste. Aujourd'hui, Pellejo, parce que demain tu auras absolument tout perdu, dit-elle avec froideur. Sans lui laisser le temps de répliquer, elle fit demi-tour et rentra à l'intérieur de la mansion. Les gardes fermèrent la grille automatique avec fracas. Pellejo resta seul dans la rue, crachant des malédictions et jurant de se venger. Convaincu qu'il allait détruire Leocadia et prouver à tout le secteur des affaires qu'il était un génie à part entière. Le lendemain matin, la tour de bureau du Paseo de la Castellana était en ébullition. Une assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration était programmée. La présence de tous les directeurs de département était requise. Puisque le président Beltran en personne allait présenter la personne qui occuperait le poste de directrice générale opérationnelle. Pellejo ajusta le nœud de sa cravate en soie devant le miroir des toilettes. Il avait passé la nuit blanche à répéter des faux fuyants et des excuses. Il était convaincu que si on lui demandait des détails sur le projet,
Son baratin habituel le sortirait d'affaire et tromperait à nouveau les membres du conseil. En marchant vers l'immense salle de réunion au dernier étage, il croisa Soreda. Elle s'approcha rapidement avec un sourire complice, visiblement excitée par la réunion. « Tu es irrésistible aujourd'hui. Pelayo. Je parie que tu vas mettre le conseil dans ta poche avec ton projet Alboran. Et ton épouse. De village, oublie-la. Elle n'a jamais été à la hauteur d'un triomphateur comme toi. » Lui chuchota Soreda tout en replaçant bien les revers de sa veste. Pelayo bombait le torse, nourrissant son ego de ces compliments dont il avait tant besoin. Bien sûr. Je vais leur prouver que je suis l'actif le plus rentable de cet immeuble. Entrons et laissons-les. Bouche bée. Tous deux entrèrent dans la spectaculaire salle de réunion avec vue sur la Sierra de Madrid. Des dizaines de hauts dirigeants étaient déjà assis autour d'une table en acajou très longue. L'ambiance était solennelle et tendue. À la tête, à côté du siège présidentiel, se trouvait un fauteuil vide destiné à la nouvelle direction. Peu après que Pelayo et Soreda eurent pris place, les doubles portes du fond s'ouvrirent en grand. Beltrán entra avec son aura de pouvoir incontestable. Tous les présents se levèrent en signe de respect. Beltrán marcha lentement jusqu'à se placer à côté de la chaise vide et fit un geste pour qu'il s'assoie. Bonjour. C'est aujourd'hui un jour crucial pour ce holding. Comme cela vous a déjà été communiqué. Je vais désigner la personne qui tiendra le gouvernail des opérations. Qui dirigera notre stratégie de marché et qui sera chargé d'expurger toute la pourriture qui a été cachée dans ses bureaux, annonça Beltrán d'une voix de baryton rebondissant sur les vitres. Ses yeux se fixèrent un instant sur Pelayo, provoquant un haut-le-cœur chez ce dernier. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Souhaitons la bienvenue à votre nouvelle directrice. Générale. Avancez. Beltrán tendit la main vers la porte. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Le tic-tac rythmé de talons sur le marbre résonna avec une cadence ferme et écrasante. Une silhouette franchit le seuil, dégageant une élégance mortelle et une autorité indéniable. Pelayo se pencha en avant pour voir qui était sa nouvelle supérieure. Mais lorsque la silhouette s'arrêta sous les projecteurs de la salle, Pelayo eut le souffle coupé net. Il ouvrit les yeux démesurément. Son teint bronzé perdit toute sa couleur, devenant plus pâle que la chaux. Il resta rigide comme un piquet, sentant son sang se glacer dans ses veines. La femme qui marchait vers la tête de table pour s'asseoir à côté de Beltrán était Leocadia. Un silence sépulcral, épais et asphyxiant, s'empara de la salle de réunion. Pas un seul murmure, pas un léger raclement de gorge. Les respirations des dirigeants semblaient s'être arrêtées. Tous les regards scrutaient Leocadia alors qu'elle longeait la table en acajou avec la plus grande des élégances. Pelayo était toujours pétrifié sur sa chaise. Il avait la mâchoire serrée et la bouche légèrement ouverte, dans un état de choc absolu. Son cerveau refusait de traiter la scène. La femme qu'il avait humiliée la veille, qu'il avait traitée comme une boniche pendant des années, était désormais la plus haute autorité opérationnelle de l'entreprise. Soreda, assise à quelques mètres de lui, eut une réaction identique. Son visage se tendit et ses mains s'agrippèrent au bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle se rappela ses paroles cruelles envers Leocadia lors de la fête. La panique s'empara de ses entrailles lorsqu'elle comprit que la femme qu'elle avait insultée avait désormais le pouvoir absolu de foudroyer sa carrière. Beltrán esquissa un sourire imperceptible en remarquant les réactions, se délectant particulièrement du teint cadavérique de Pelayo. Il retira le fauteuil présidentiel et fit signe à Leocadia de s'asseoir. Lorsque celle-ci s'installa et balaya la salle de son regard, Beltrán prit la parole. Je vous présente Doña Leocadia. Dès cet instant, elle est la directrice générale aux commandes de toutes les opérations corporatives et de la stratégie d'expansion. Sa parole est ma parole. Quiconque s'opposera à elle s'en prendra directement à moi. Tout à vous, Leocadia. Cette salle vous appartient. Affirma Beltrán avant de se retirer vers un siège d'observateur dans le coin.
lui cédant le premier rôle absolu. Léocadia salua poliment de la tête en sa direction puis fixa les participants. Son regard était perçant et majestueux, sans l'ombre d'une insécurité. Elle toucha un panneau tactile sur son bureau et immédiatement l'énorme écran du fond illumina la salle avec des graphiques financiers, des bilans et des projections de marché détaillées. Pelayo avala sa salive à sec, c'était le projet Alboran au complet. Le même document qui lui avait valu son ascension. Bonjour. Je ne suis pas partisane des discours vides. Nous allons donc aller droit au but. Ce groupe est sur le point d'exécuter un plan stratégique de haute priorité baptisé Projet Alboran. J'ai audité tous les rapports et j'ai trouvé de nombreuses anomalies que nous devons clarifier aujourd'hui même. Commença Léocadia, projetant sa voix avec fermeté pour dominer l'espace. Elle pressa un bouton et un tableau de coups complexe apparut à l'écran. Puis elle tourna la tête pour regarder directement Pelayo, sur le front duquel des gouttes de sueur froide perlaient déjà. Don Pelayo, vous êtes le responsable maximal de ce projet. Pourriez-vous illustrer le conseil sur l'algorithme que vous avez utilisé pour calculer la marge bénéficiaire nette du troisième trimestre? En observant la page 40. Il existe une prévision de revenus qui est mathématiquement invraisemblable. Si nous la croisons avec les coûts d'importation des matières premières d'Andalousie. Vous avez la parole, le défia Léocadia, lui donnant l'occasion de se pendre avec sa propre corde. Tous les visages se tournèrent vers Pelayo. Il déglutit bruyamment. Ses mains tremblaient sous la table. Il se souvenait vaguement de la page 40. Mais n'avait pas la plus petite idée d'où sortaient ces chiffres. Puisque c'était Léocadia qui les avait calculés au milieu de la nuit. Il essaya de se mettre debout en forçant un sourire pathétique. Concernant ces chiffres, nous devons regarder la perspective globale. Le marché ibérique est très volatile actuellement et mon équipe est pleinement convaincue qu'avec une campagne de marketing agressive, nous atteindrons cet objectif. C'est une question de foi dans nos synergies commerciales. Balbutia Pelayo, recourant à son répertoire habituel de verbiage corporatif vide. Léocadia sourit froidement. Elle pressa à nouveau la commande, révélant un détail budgétaire qu'elle avait elle-même modifié subtilement avant de lui remettre le brouillon quelque temps auparavant. La foi ne paie ni les salaires ni les fournisseurs. Pelayo, vous justifiez ce chiffre en vous basant sur des campagnes de marketing. Cependant, à la page 50, vous approuvez vous-même une coupe de 30% dans le poste budgétaire de la publicité. Comment comptez-vous faire exploser les ventes en sectionnant votre principale voie de promotion? Votre réponse met en évidence que vous ne comprenez pas une seule ligne de ce que vous avez vous-même signé. Vous n'avez pas la capacité de diriger cela. Décréta Léocadia, mettant à nu la profonde ignorance de son mari devant l'élite de la compagnie. Un murmure de réprobation parcourut la table. Léocadre commençait à remettre en question la façade de perfection que Pelayo avait maintenue. Il resta à court d'arguments et se laissa retomber sur sa chaise, les oreilles rouges de l'immense honte qu'il ressentait. Il était en train d'être piétiné devant les mêmes collègues qui s'étaient moqués de Léocadia. En voyant Pelayo acculé et humilié, Soreda se leva brusquement. Sa dévotion aveugle pour lui obscurcit son raisonnement. Elle pointa Léocadia du doigt, son index tremblant de colère. Ne l'écoutez pas. Elle n'est qu'une femme au foyer sans études qui ne connaît rien aux finances. C'est sûr qu'elle a manipulé les dossiers pour couler Pelayo par rancœur personnelle. Il est le cadre le plus brillant qui ait jamais mis les pieds dans cet immeuble. Tu n'as aucun droit de t'asseoir dans ce fauteuil et de nous donner des leçons. Cria Soreda d'une voix stridente qui blessa les oreilles de tout le monde. Plusieurs conseillers bougèrent, mal à l'aise face à un tel manque de discipline. Mais Léocadia ne montra ni colère ni indignation. Elle s'adossa placidement dans son fauteuil, croisa les mains et regarda Soreda avec une profonde compassion. Je suis extrêmement heureuse que vous ayez décidé d'intervenir. Soreda.
Il se trouve que j'ai du matériel supplémentaire qui vous concerne de très près. Je n'ai pas besoin de vous juger par rancœur. La triste réalité se chargera de vous juger tous les deux. Répliqua Léocadia. Elle sortit une petite clé USB de la poche de sa veste. La connecta au port de la table et lança un fichier audio. L'écran devint noir et montra les ondes d'un spectromètre sonore. La seconde suivante, un enregistrement incroyablement net inonda la salle de réunion. Qu'en est-il du portefeuille de clients de la zone Levant? Soreda? As-tu déjà basculé les données? La voix inconfondable de Pelayo résonna dans les haut-parleurs. Tout est en ordre. Nos concurrents catalans ont accepté de nous payer le triple de notre bonus annuel. Si nous leur passons le fichier crypté ce soir même, ils ne s'apercevront pas du vol ici avant le trimestre prochain. On va s'en mettre plein les poches. Pelayo. La réponse de Soreda résumait l'avarice. L'enregistrement continua en exposant avec force détail leur complot d'espionnage industriel avec une entreprise rivale en Catalogne. La salle éclata d'indignation. Les dirigeants qui gardaient le silence auparavant frappaient maintenant la table et criaient. Furieux. Ils ne croyaient pas que deux personnes de leur cercle de confiance étaient des criminels qui vendaient l'entreprise au plus offrant. Ces preuves étaient le fruit de l'implacable espionnage d'entreprises ordonné par Beltran et Remia Léocadia la nuit précédente. Le visage de Soreda perdit toute sa couleur. Sa bravoure s'évanouit. Elle recula de plusieurs pas et ses jambes faillirent, la faisant tomber à genoux sur le sol froid. Elle fondit en larmes, se traînant vers la table, implorant la clémence des conseillers en sachant que sa vie professionnelle était terminée et que les tribunaux pénaux l'attendaient. De son côté, Pelayo restait ancré à son siège. Son regard était perdu sur le bureau. Il assimila avec un nœud à l'estomac qu'il avait subi une défaite absolue. Il n'avait nulle part où se cacher. Léocadia n'avait pas seulement anéanti son orgueil, elle avait détruit sa vie entière sans pitié. Devant les personnes qu'il respectait le plus au monde. Le cauchemar de Pelayo venait d'entrer dans sa phase la plus sombre. Le pandémonium éclata dans la salle dès que l'enregistrement arriva à son terme. Les membres du conseil, d'abord circonspects, s'échangeaient des regards chargés de fureur et de déception. Les murmures initiaux se transformèrent en récriminations hurlées contre Pelayo et Soreda. Voler des secrets commerciaux et les vendre à la concurrence constituait un délit d'espionnage industriel extrêmement grave qu'il ne tolérerait jamais. Cette trahison représentait non seulement un revers financier, mais un coup de poignard dans le dos de la confiance de l'entreprise forgée au fil des décennies. Plusieurs dirigeants frappèrent leur dossier contre la table, exigeant que les deux traîtres soient livrés à la police nationale ce matin même. Le climat solennel du conseil s'était transformé en l'atmosphère tendue d'un tribunal de l'Inquisition. Au milieu du chaos, Soreda continuait d'être prosternée sur le sol, secouée par de violents sanglots. Les larmes ruinaient son maquillage dont elle s'était inventée. Elle se traîna vers les chaises des directeurs, joignant les paumes des mains dans une supplication désespérée. Elle savait parfaitement que son nom entrerait sur la liste noire de toutes les entreprises d'Espagne. Elle suppliait à grands cris qu'on ne dépose pas de plainte pénale contre elle, essayant de rejeter toute la faute sur Pelayo, argumentant qu'il l'avait coercée et trompée avec de fausses promesses. Mais personne n'eut pitié de ses pleurs, et encore moins Léocadia, qui l'observait avec la froideur d'un bloc de glace. Pendant ce temps, Pelayo restait cloué à son siège, dépourvu de tout raisonnement. La sueur trempait sa chemise tandis qu'il la portait. Ses yeux exorbités parcouraient la salle, ne rencontrant que des gestes de dégoût et de mépris. En croisant à nouveau les yeux de Léocadia, Pelayo réalisa une chose. La femme aux principes solides qui présidait la table tenait entre ses mains les rênes de son destin pénal. Il savait qu'il n'avait aucune échappatoire face aux preuves audio. Il devait recourir à une autre stratégie. Au chantage émotionnel le plus abject qu'il pouvait concevoir pour attendrir le cœur de son épouse. Toujours légitime. Il se leva lentement, esquissa une moue pathétique et regarda Léocadia avec des yeux humides.
assumant le rôle du mari égaré cherchant la rédemption. Léocadia, écoute-moi une seconde, s'il te plaît, écoute ton mari. Supplia Peléio d'une voix rauque et lamenteuse, feignant l'affliction. La salle se tut lentement en écoutant son intervention. Je reconnais avoir commis des erreurs très graves. Mais je te prie de te souvenir de nos bons moments. Rappelle-toi comment nous avons lutté ensemble. Au début de notre mariage, et surtout, je t'implore de penser à ma mère. Ma mère t'adore. Léocadia. Elle a toujours dit que tu étais la belle-fille parfaite. Tu sais qu'elle a des problèmes cardiaques. Si elle apprend que je vais finir dans la prison de Soto del Real à cause d'une plainte de ta part, son cœur ne le supportera pas. Serais-tu capable d'envoyer ta pauvre belle-mère au tombeau en fermant son unique fils entre les barreaux? Je t'en supplie pour elle. Retire ces chargés. Laisse-moi partir sans faire plus de bruit. Peléio avait brandi le nom de sa mère comme dernier bouet de sauvetage. Il était pleinement conscient de la profonde dévotion chrétienne de Léocadia, de son immense respect pour les personnes âgées et de la tendresse qu'elle avait toujours eue pour sa belle-mère. Il comptait aveuglément sur le chantage de la santé de sa mère pour briser sa détermination. Cependant, ses espoirs se désintégrèrent en une fraction de seconde. Le visage de Léocadia ne connut pas la plus petite altération. Il n'y eut aucune trace de doute, ni de compassion et encore moins de peur. Léocadia se leva de son fauteuil, posa ses deux mains sur la table et foudroya Peléio du regard le plus dur qu'elle ait affiché jusqu'à présent. N'ose jamais utiliser le nom de ta mère pour couvrir tes crimes, Peléio, dit Léocadia d'un ton bas, mais qui résonna comme une menace dans tous les recoins. Ta mère a toujours été fière de toi. Elle croyait que tu étais un homme utile. Mais la vérité est que tu es un misérable qui fait du mal aux autres. Tu as trahi ton entreprise. Tu as trafiqué des données d'autrui. Tu as escroqué tes collègues et tu as dynamité notre mariage tout seul. Ta mère souffrira infiniment. Plus en découvrant que le fils pour lequel elle s'est tant sacrifiée est un voleur en col blanc et un lâche patenté qui se cache sous ses jupes quand on l'attrape. Je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien et reçoive la meilleure attention médicale dans les cliniques privées de Madrid. Mais je veillerai aussi à ce que tu paies pour tes délits devant la justice. La loi suivra son cours. Et tu n'as plus d'issue de secours. Le verdict de Léocadia broya le peu d'arrogance qu'il restait à Peléio. Les dirigeants acquiescèrent à l'unanimité face à la fermeté de la nouvelle directrice générale. Dans son coin, Beltrán sourit légèrement, inondé de fierté en assistant au tempérament d'acier de la femme qu'il avait soutenue. Léocadia dirigea alors son regard vers le chef de la sécurité qui attendait près de la porte et lui ordonna de retenir Peléio et Soreda dans une salle adjacente jusqu'à ce que les patrouilles de la police nationale arrivent pour procéder à leur arrestation formelle pour espionnage industriel. Peléio se débatta en vain lorsque deux vigiles corpulents l'attrapèrent par les bras. Il cria le nom de Léocadia, vomissant des insultes et jurant de se venger. Mais sa force était ridicule comparée à celle des gardes du corps. Finalement, ils le traînèrent vers la sortie avec Soreda. L'assemblée extraordinaire se conclut par le soutien unanime à la direction de Léocadia et l'ordre de nettoyer l'entreprise de tout collaborateur de la faction de Peléio. Une fois la réunion terminée, Léocadia décida de rester dans son nouveau bureau présidentiel tard dans la nuit. Elle devait revoir des dizaines de classeurs de l'administration précédente pour certifier qu'il n'existait plus de faille de sécurité. Beltrán s'était offert pour rester avec elle. Mais Léocadia lui assura qu'elle pouvait gérer cela seule et lui suggéra d'aller se reposer dans sa résidence. Léocadia se plongea entièrement dans les documents dans son bureau spacieux et vitré du dernier étage. L'horloge murale marquait 22 heures. Presque tout le personnel avait quitté l'immeuble, plongeant la tour dans un profond silence. Pendant ce temps, dans une salle d'attente du rez-de-chaussée, Peléio, profitant d'un oubli monumental des gardes de sécurité qui coordonnaient le fourgon avec les agents de police, avait réussi à se détacher. Son esprit était obscurci par le désespoir.
Il savait pertinemment que la seule preuve incriminante du vol de données résidait dans la clé USB, que Leocadia gardait jalousement. S'il parvenait à s'emparer de la clé USB et à la détruire, le parquet aurait de sérieux problèmes pour soutenir l'accusation. En utilisant une carte d'accès maître qui n'avait pas encore été désactivée, Pelayo se faufila par les escaliers de secours et commença à monter vers le dernier étage. Il connaissait la disposition de l'immeuble à la perfection. En arrivant dans le couloir de la direction, il se dirigea rapidement vers le tableau électrique principal. Poussé par l'adrénaline, il baissa l'interrupteur général d'un coup de main. À l'intérieur du bureau, Leocadia fut surprise lorsque l'obscurité l'engloutit soudainement. L'ordinateur s'éteignit et les lumières s'évanouirent. Le silence devint oppressant. Croyant qu'il s'agissait d'une simple coupure de courant, elle alluma la lampe de poche de son téléphone portable pour éclairer le bureau. Mais une fraction de seconde plus tard, la chair de poule lui vint au bras. Du long couloir extérieur lui parvint l'écho de pas lourds qui s'approchaient lentement. Au pas succéda le son d'un rire lugubre qui rebondissait contre les murs. Un rire qui lui était familier et terrifiant. C'était Pelayo. Le tic-tac des chaussures contre le marbre se rapprochait de plus en plus, résonnant comme un présage mortel dans les entrailles de la tour de bureau vide. Leocadia resta immobile derrière la table en acajou. Son cœur battait la chamade, mais elle lutta farouchement pour contenir la panique. Elle savait que son mari était mesquin. Mais elle n'imaginait jamais qu'il aurait le toupet de l'agresser physiquement sur place. Dans l'obscurité, elle localisa la petite clé USB et la cacha en fermant le poing avec force. Elle protégerait cette preuve à tout prix. La porte en bois noble s'ouvrit d'un coup brutal. L'immense silhouette d'un homme masqua la faible lueur de la lune qui se filtrait par les immenses baies vitrées. Il entra en haletant avec férocité. La faible luminosité laissa entrevoir le visage décomposé et sauvage de Pelayo. Ses yeux injectés de sang fixèrent leur vue sur elle. « Tu croyais avoir gagné, Leocadia ?» Sa voix déchira le silence, grave et pleine de haine. « Tu croyais que tu pouvais détruire ma carrière et ensuite t'asseoir bien peinard dans ce fauteuil. Tu t'es trompé. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Elle redressa le dos, refusant catégoriquement de montrer la moindre faiblesse face à son agresseur. Elle lui renvoya un regard imperturbable. « Je sais que je suis en face d'un lâche qui a échoué dans ses propres plans. Rends-toi. » Pelayo. La sécurité de l'immeuble sait déjà que tu t'es évadé. Tu ne fais que creuser ta propre tombe judiciaire en montant ici. Pelayo poussa un rire lugubre. Il avança en contournant l'énorme table de bureau dans une tentative de l'acculer. Ces incapables en bas ne m'attraperont pas avant que j'ai obtenu ce que je suis venu chercher. Donne-moi cette satanée clé USB tout de suite. C'est la seule preuve que vous avez pour me descendre. Donne-la-moi et je disparaîtrai de ta vue pour toujours. Si tu refuses, je te jure que ce sera ta dernière nuit dans l'entreprise. Je ne te la donnerai jamais, répliqua Leocadia, reculant d'un pas pour gagner de la distance face à l'homme perturbé. Tu vas payer pour tout le mal que tu as causé. Et je ne parle pas seulement du mien, mais de l'escroquerie millionnaire au holding. Tu vas pourrir en prison, Pelayo. La fin de non-recevoir absolu déclencha la furie irrationnelle du cadre. Il perdit complètement les pédales. D'un mouvement brusque, il se jeta sur elle, essayant d'attraper la main où elle protégeait la preuve. Leocadia s'écarta d'un bond en essayant de se dégager. Mais le désespoir lui conférait une force brutale. Il réussit à attraper son poignet et serra avec tant de force qu'elle fit une grimace de douleur. « Lâche-moi. Misérable !» cria Leocadia, tirant vers l'arrière de toutes ses forces. « Lâche la maudite clé USB, tête de mule. Toujours à m'empoisonner la vie, rugit-il, sur le point de lui tordre le bras pour l'obliger à ouvrir la main. Mais une seconde avant qu'il ne parvienne à ses fins, les lumières de secours et les tubes fluorescents du plafond s'allumèrent d'un coup, inondant le bureau d'une lumière aveuglante.
Le flash soudain obligea Pelleio à plisser les yeux et à relâcher légèrement sa prise. Dans le même temps, un vacarme de pas lourd au galop secoua le couloir. « Bouge pas. Pelleio. Enlève tes sales mains d'elle. » Une voix tonitruante et autoritaire éclata depuis le seuil. C'était Beltrand, vêtu de son manteau sombre, dégageant une colère dévastatrice. Juste derrière lui, plusieurs agents de la police nationale en uniforme réglementaire firent irruption en trombe, les mains prêtes à intervenir. Beltrand ne s'arrêta pas. Il traversa le bureau à grande foulée, attrapa Pelleio par les revers de sa veste avec une force inouïe et le projeta contre le mur. Il se plaça immédiatement comme un bouclier humain devant Leocadia, en tournant un instant le visage pour vérifier l'état de la femme. Sa colère se transforma en un soulagement intense en voyant qu'elle n'était pas gravement blessée. Les policiers nationaux se jetèrent sur Pelleio, qui gémissait sur le sol. Deux agents lui tordirent les bras derrière le dos et lui passèrent les menottes, bloquant toute tentative de résistance. Pelleio se débattait comme un animal blessé, la joue écrasée contre le sol en marbre. Il criait comme un fou, incapable d'assimiler son échec absolu. « Vous n'avez pas le droit. Cet argent est à moi. On me doit ces 3 millions, vociférait Hilor. De lui, aveuglé par la codicia et le délire. Face au tumulte, un inspecteur de la police nationale fit un pas en avant. Il sortit de sa veste un mandat judiciaire dûment scellé par un tribunal d'instruction de Plaza 2. Castilla et le mit sous les yeux du détenu. L'inspecteur le regarda avec une sévérité absolue. Don Pelleio. Écoutez attentivement. Vous êtes arrêté sous l'inculpation de 3 graves délits. Premièrement, un délit continu de révélation de secrets d'entreprise et d'espionnage industriel. Deuxièmement, escroquerie aggravée. Et troisièmement, vol avec violence et intimidation en tentative auquel cette patrouille vient d'assister. Récita l'inspecteur avec professionnalisme et fermeté en désignant le document. Quant à votre réclamation financière, je vous informe que cet écrit est un ordre de saisie conservatoire des biens ayant enfreint délibérément les clauses de la caution d'entreprise et ayant agi avec dol contre l'entreprise. Le juge a ordonné que l'agence des impôts saisisse vos comptes. Votre chalet, votre voiture et votre solde bancaire sont saisis à partir de 7 minutes pour satisfaire la pénalisation millionnaire qui vous est réclamée. Vous venez de vous retrouver dans l'indigence. Don Pelleio. Pelleio cessa de lutter. Son regard se vida, fixé sur l'écusson officiel du document. Ces mots le démolirent comme une boule de démolition. Son patrimoine arraché, son brillant avenir réduit en miettes. Et la perspective de passer des années à l'ombre avec une dette monstrueuse sur le dos. Tout son corps se détendit. Il avait perdu l'énergie pour crier. Toute sa présomption morbide s'évanouit. Les agents le tirèrent et le firent sortir de force. En passant devant Leocadia et Beltrand, il enfonça son menton sur sa poitrine, n'osant pas croiser le regard de l'épouse qu'il avait piétinée et mise aux enchères en public. Maintenant, elle restait droite, assistant à sa chute. Leocadia le vit s'éloigner sans verser une seule larme. La justice avait été rendue et cette nuit interminable s'acheva sur une paix immense dans son âme. La salle de l'audience provinciale de Madrid dégageait une ambiance glaciale et pleine de solennité. Les regards des présents disséquaient l'homme qui occupait le banc des accusés. Pelleio portait des vêtements de sport usés. Son visage était cerné et il avait perdu plusieurs kilos depuis son entrée en détention provisoire. De l'arrogance qui le caractérisait tant, il ne restait pas même les restes. C'était le jour de la lecture du verdict judiciaire pour les délits très graves d'espionnage industriel et de fraude. Le magistrat présidait la salle en haut de l'estrade, sur le point de réduire en miettes le peu qui restait de l'avenir de Pelleio. Le mutisme régnait pendant que le juge relatait les faits prouvés. Les transferts de données clandestines vers la Catalogne et les audios incriminants apportés par la partie civile de Beltrand. Chaque phrase du magistrat était un coup mortel. La défense de Pelleio, assignée par l'aide juridictionnelle, n'avait pas pu réfuter un dossier aussi solide.
Sur un autre banc, à faible distance, Soreda pleurait sans consolation. Celle qui avait été l'alliée inconditionnel dans les moqueries contre Léocadia foudroyait. Maintenant Pelléo du regard, chargé de rancœur. Dans son tour de parole en dernier, Soreda le désigna devant le tribunal comme le cerveau du complot, alléguant avoir été manipulé et coercé par lui. Cette déloyauté acheva de couler psychologiquement Pelléo, lui confirmant que ses flatteurs n'avaient aimé que son chéquier et son poste de direction. Dans sa ruine, tout le monde le répudiait comme un pestiféré. Le point culminant arriva lorsque le magistrat prononça le verdict de condamnation. La voix du juge résonna sévèrement, condamnant Pelléo à une peine de 15 ans de réclusion dans le centre pénitentiaire Madrid 5 à Soto del Real, pour les délits d'escroquerie aggravée et de révélation de secrets d'entreprise. Le marteau du tribunal frappa le bois. Ce coup enterra tout espoir. Pelléo s'effondra sur la chaise en bois, devenant l'ombre de l'homme qu'il avait été. Mais le châtiment pénal pâlissait face au verdict civil. Le magistrat ratifia la saisie conservatoire définitive de tout son patrimoine par la justice espagnole pour couvrir l'indemnisation du contrat frauduleux. Son chalet de luxe, son véhicule haut de gamme et tous ses fonds étaient confisqués. Le soi-disant futur millionnaire était officiellement insolvable avec une dette inassumable à vie. Quelques jours après le procès pénal, Pelléo dut affronter la dernière et la plus douloureuse épreuve dans les tribunaux de la famille. Situé dans la rue Francisco Gerva, gardé par des agents de la garde civile et menotté, il fut conduit à l'audience de son divorce contentieux intenté par Léocadia. Il entra en traînant les pieds. Là l'attendait Léocadia, sereine, vêtue d'un tailleur sobre, avec un exquis foulard en dentelle au cou. Elle émanait une paix infinie en opposition à l'état pitoyable du prisonnier. En ouvrant l'audience préliminaire, la juge formula la question de routine sur l'existence d'une possibilité de conciliation entre les parties. Pelléo vit là une bouée de secours désespérée. Il se laissa tomber à genoux et se prosterna à quelques centimètres des pieds de Léocadia. Le garde fit mine d'intervenir, mais elle leva légèrement la main pour l'arrêter, permettant à Pelléo de continuer. Il leva le visage baigné de larmes, jetant sa dignité par-dessus bord devant son ex-partenaire. Léocadia, s'il te plaît. Je t'en supplie. Donne-moi une seconde chance. Retire ceci. Je sais que j'ai commis des aberrations impardonnables. Mais ne me jette pas à la poubelle. Je n'ai personne d'autre au monde. On m'a tout pris. Les amis. Mes vies et 15 ans m'attendent à Soto del Real. Si tu me laisses, la vie n'a plus de sens. Pense au cœur de ma pauvre mère. Ça lui fera mal à l'âme que ce mariage finisse ainsi. Pardonne-moi, mon amour. Je t'en supplie, sanglotait Pelléo d'une voix nasillarde. Ses plaintes pathétiques rebondissaient dans le petit tribunal, mais glissaient sur la cuirasse de Léocadia. Elle l'examina d'un regard analytique, glacial, vide de toute trace de pitié. L'empathie qu'elle lui professait un jour était morte sous les projecteurs de ce gala madrilène. Elle le laissa sangloter un moment pour qu'il goûte à sa propre humiliation. Une fois que les sanglots de Pelléo eurent légèrement diminué, Léocadia se pencha en avant. Elle rapprocha ses lèvres de l'oreille de son ex-mari, s'assurant que personne d'autre n'entendait ce qu'elle allait dire. La juge et les gardes observaient la scène avec expectativité. Léocadia prit de l'air et avec une douceur mortelle et lente lui chuchota une phrase lapidaire. Une phrase qui lui perça les tympans et la raison. Les yeux de Pelléo s'écarquillèrent comme s'il venait de voir le diable en personne. L'air n'arrivait plus à ses poumons. Son pouls s'accéléra de manière en un natural face au mélange de honte et d'effondrement définitif. Il commença à trembler convulsivement. Il voulut articuler une parole, mais la voix ne sortait pas. Une seconde plus tard, le monde se mit à tourner pour lui. La conscience l'abandonna complètement et il s'effondra à plat ventre contre le carrelage du tribunal. Les agents accoururent en hâte pour secourir le détenu évanoui tandis que Léocadia recouvrait sa posture droite sur sa chaise, imperturbable, laissant la magistrate prononcer la sentence de divorce pour toujours.
La phrase que Léocadia lui avait murmurée ce jour-là continua de marteler le cerveau de Pelléo sans répit. Même un an plus tard, s'étant transformé en un châtiment éternel qui consumait sa santé mentale. Tu m'as mise aux enchères pour 10 €. Mais aujourd'hui je ne suis même pas disposé à t'acheter pour 1 centime d'euro. Ce dard empoisonné fut le coup de grâce qui lui révéla sa valeur authentique. Inférieure à celle de la poussière. Une année s'était écoulée depuis ce procès pénal. Pelléo subissait la dure rigueur de la vie carcérale. Il se réveillait à l'aube dans sa cellule. S'habillait avec le survêtement de la cantine et effectuait les travaux de nettoyage imposés dans le module. Le cadre prétentieux de la Castellana passait désormais ses heures à récurer les toilettes communautaires de Soto del Real. L'odeur pénétrante de désinfectants industriels et d'humidité était son nouveau parfum de designer. Les autres détenus, connaissant le motif pour lequel un gros bonnet de la finance était tombé en disgrâce, le broyaient sans pitié. Cette même après-midi, une paire de détenus costauds avait renversé exprès son seau de lavage, lui exigeant à grands éclats de rire de tout nettoyer à nouveau. Il avalait sa salive et baissait la tête, les larmes aux yeux. Son orgueil avait été broyé. La nuit, allongé sur le fin matelas en mousse, il fixait le plafond d'un regard égaré. Le repentir brûlait ses entrailles éternellement, payant le juste prix de sa trahison abjecte. Tandis que Pelléo se flétrissait, l'étoile de Léocadia brillait comme jamais. Sous sa direction, la rentabilité de l'entreprise de Beltrán pulvérisa tous les records précédents. Sa perspicacité, son éthique de travail inébranlable et son leadership inspirèrent une loyauté absolue parmi les actionnaires et les employés. Elle était une référence féminine incontestable dans les cercles financiers d'Espagne. Sur le plan personnel, le holding lui avait attribué à vie la propriété de la mention de la Moraleja comme gratification pour le jalon d'entreprise atteint. La résidence s'enorgueillissait de jardins luxuriants et de fontaines murmurantes sous l'ombre des chênes. Un après-midi printanier, Léocadia profitait sur le balcon de la douce brise. Elle admirait les sommets enneigés de la Sierra de Guadarrama au loin. Elle se sentait profondément en paix, sans lourd sac à dos émotionnel sur le dos. La justice avait finalement rétabli l'équilibre. Alors qu'elle se délectait du crépuscule sur Madrid, elle entendit des pas connus s'approcher par la porte-fenêtre arrière. En se retournant, elle trouva Beltrán, vêtu de manière décontractée, mais tout aussi séduisant que d'habitude. Le commerce quotidien de cette dernière année avait cimenté entre eux une connexion inébranlable et un respect mutuel extraordinaire. Elle ne le voyait plus uniquement comme son patron, mais comme son plus grand confident, son protecteur et son partenaire de vie. Beltrán s'approcha en posant ses avant-bras sur la balustrade en fer forgé et en contemplant les couleurs orangées de l'horizon à ses côtés. Un silence complice les enveloppa. Puis il se tourna vers elle, la regardant dans les yeux avec un mélange de profonde admiration et de tendresse. La frontière entre le professionnel et l'intime s'était complètement estompée. Il y a 1 an, j'ai contemplé une femme exceptionnelle être méprisée publiquement. Et cet après-midi, je regarde cette même femme au sommet du monde, guidant le destin de centaines de personnes avec une brillance stupéfiante, dit Beltrán d'un ton très chaleureux. Léocadia lui offrit un sourire plein de gratitude. Tout cela aurait été impossible sans la confiance et la main que vous m'avez tendue cette nuit. Affreuse. Vous m'avez ouvert la porte pour retrouver le courage que je croyais éteint. Il secoua légèrement la tête, prit doucement les mains de la femme et les caressa. Je ne t'ai donné aucun courage, Léocadia. Cette force vitale a toujours habité en toi. Mon seul mérite a été d'enlever le bandage des yeux des autres pour qu'ils apprécient ta grandeur. Mais il y a un fil lâche de cette nuit funeste que je veux nouer aujourd'hui même. Elle fronça légèrement les sourcils, intriguée, remarquant comment son cœur s'accélérait face à la gravité du regard de celui-ci. Au palais de Cybèle. J'ai vociféré que je voulais t'acheter. C'était évidemment un stratagème pour détruire le misérable de ton mari.
Mais aujourd'hui dans ta propre maison, face au ciel de Madrid et 100 personnes pour nous juger. Je désire rectifier mes mots, continua Beltrán, approfondissant le timbre de sa voix. Il recula d'un demi-pas sans lâcher ses mains et planta ses yeux dans ceux de la directrice. Je ne suis pas entré dans ta vie pour t'acheter, Léocadia. Ton honorabilité, ton intelligence et ton intégrité morale ont une valeur incalculable. Tout l'or de la banque d'Espagne ne suffirait pas à égaler ton immense valeur. Je suis entré dans ta vie pour te vénérer, te protéger et marcher à tes côtés. Voudrais-tu te marier avec moi pour que nous construisions ensemble un nouveau destin? Proposa Beltrán en déclarant ses intentions pures sans l'ombre d'un doute. Les yeux de Léocadia brillèrent, humides en écoutant une proposition formulée depuis le respect le plus absolu et l'admiration sincère. Un abîme séparait ce moment de son passé sombre, tissé d'humiliation. Cette proposition florissait de l'équité, de l'affection inconditionnelle et de la véritable dévotion conjugale. Une immense quiétude spirituelle niche dans sa poitrine. La souffrance d'autrefois semblait maintenant le simple péage vers cette énorme réjouissance. Elle soutint le regard de Beltrán, acquiesçant lentement tandis qu'un sourire radieux se dessinait sur ses lèvres. Oui. J'accepte, répondit Léocadia d'une voix douce et ferme. Ces mots constituaient la touche finale de sa trajectoire de vie. La femme qui avait été traitée comme un déchet et qu'on avait tenté de brader devant l'élite. Madrilène embrassait désormais le véritable amour aux côtés d'un homme qui honorait son existence. Le triomphe lui appartenait en corps et en âme, tandis que le passé douloureux pourrissait dans une cellule de la Sierra madrilène, payant sa pénitence carcérale bien méritée. Un grand merci de nous avoir accompagnés jusqu'au dénouement de ce récit. Espérons que la narration d'aujourd'hui vous aura diverti, apporté un enseignement et rappelé que les actions amènent toujours des conséquences. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines histoires de la chaîne. À bientôt.